Alors bonsoir à tous et bienvenue à la taverne de Lug. Non, ce n'est pas Camille. Camille m'a proposé fort gentiment de faire une vidéo en solo. Je le remercie. Donc j'ai choisi comme thème les prestations payantes de Lola, du Loir-et-Cher, bien entendu, une personnalité récurrente de la chaîne. Non, bien sûr, j'ai choisi un autre thème. Celui-ci, ce sera pour plus tard. J'ai choisi de vous parler de la biographie d'un scénariste, Joe Michael Straczynski. Alors Joe Michael Straczynski, vous le connaissez sans le connaître. Vous avez certainement vu son œuvre à plusieurs reprises même. Si vous êtes comme moi dans la tranche 40-50 ans. Si je vous dis Les Maîtres de l'Univers, She-Ra, Princesse du Pouvoir, Jace et les Conquérants de la Lumière, le dessin animé SOS Fantôme, la série Captain Power et les Soldats du Futur, bien entendu sa série Babylon 5. Si vous avez vu également des épisodes d'Arabesque où Jessica Fletcher enseignait la criminologie à New York, c'est aussi le travail de Joe Straczynski. Si vous avez vu Thor notamment, vous êtes familier avec son travail sans même le connaître. Donc cette biographie est Becoming Superman euh, et, et, euh, et- et plus finalement sur la famille Straczynski elle-même que sur la carrière vraiment de Joe, même s'il l'aborde bien entendu. Donc son enfance est particulièrement triste puisque c'est un enfant battu. Son père est violent et alcoolique. Il fait subir un enfer à toute sa famille, notamment à sa femme qu'il bat régulièrement. Euh, donc c'est une enfance particulièrement triste auprès de ses deux sœurs. Donc Joe n'a jamais connu l'affection au sein de sa famille, pour tout dire, y compris venant de sa mère, puisqu'il relate notamment un incident où sa mère l'a quasiment jeté d'un toit. Et donc l'échappatoire du jeune Joe se trouve bien dans les comic books. Donc il fait sienne les valeurs de Superman. C'est un témoignage, je trouve, important de l'importance des personnages fictifs dans nos vies, euh, de l'importance qu'ils peuvent prendre pour nous aider à surmonter les épreuves, même s'ils n'existent pas. Il faut bien se raccrocher à quelque chose. Donc il se raccroche aux comics, aux valeurs de Superman, donc. Et également, il se réfugie dans l'univers de la science-fiction, au travers des grands auteurs, Harlan Ellison, Ray Bradbury, Isaac Asimov. Donc ce sont des romans qu'il achète avec son maigre argent de poche ou qu'il vole à l'occasion. Il le confesse. Il remarque assez tôt d'ailleurs que ceux où il y a marqué Hugo Howard, les détenteurs du prix Hugo de la science-fiction qui sont décernés chaque année, ces romans sont plus intéressants que les autres. Il ne sait pas encore que lui-même en gagnera deux pour Babylon 5, 2 années consécutives, et qu'il rejoindra ainsi la grande famille de la science-fiction. Au fil des années, il deviendra également ami proche de Harlan Ellison, donc auteur de science-fiction au tempérament réputé particulièrement irascible. Et malheureusement, Harlan Ellison mourra en 2018. Il n'aura pas l'occasion de lire cette biographie, ce qu'il aurait voulu pourtant. Mais donc ils étaient proches à un tel point que Joe Straczynski est devenu son agent littéraire posthume. Donc c'est lui qui est en charge de tous ses écrits. Donc Joe Straczynski est né en 1954 en Amérique. Son père lui-même est né en Amérique, même s'il a vécu en Pologne et en Allemagne notamment. La famille Straczynski est d'origine polonaise. Elle a fui la révolution russe, mais est arrivée aux États-Unis. Et, euh, et ainsi, toute sa famille se retrouve sur le territoire américain. Une famille hautement dysfonctionnelle et avec des personnalités très marquées et beaucoup de conflits
interne. Lorsque son père passe les limites avec sa grand-tante notamment, sa tante le calme d'un seul mot, Vishnevo. Vishnevo, c'est le mystère qui sous-tend toute la biographie en fait. On apprend que Vishnevo est le nom d'un village où se sont passées des exactions pendant la Deuxième Guerre mondiale, un massacre de juifs notamment, près d'un cimetière. Et au fil des témoignages que Joe recueillera au cours de sa vie, il apparaîtra évident que son père, qui a des sympathies du côté des soldats allemands, ils lui ont fait même un uniforme à sa taille d'enfant à l'époque. Un uniforme que même son père demandera à Joe de porter à une occasion. Un épisode particulièrement traumatisant pour le jeune Joe. Et il apparaît au cours du récit que le père de Joe Straczynski a sans doute participé activement, on va dire, au massacre. C'est donc le secret de famille qui sous-tend l'ensemble du roman. J'ai dit roman, c'est une biographie, mais écrite comme un roman. Et c'est la raison même, il l'avoue, pour laquelle il a écrit ce livre, pour que la vérité soit enfin divulguée. C'est une forme d'exorcisme, je pense aussi pour Joe Straczynski, que tout cela soit mis noir sur blanc dans un livre. Mais il revient bien évidemment sur sa carrière, il commence à écrire très tôt, et il devient reporter, donc pour le Los Angeles Times. Il est correspondant de San Diego, et au cours des années, donc il écrira des nouvelles, il écrira des pièces de théâtre, il écrira donc pour l'animation. C'est à tel point que dès 1982, il sort la première édition du Complete Book of Scriptwriting, donc le livre complet de l'écriture de scénario. Donc dans tous ces domaines, puisqu'il a touché à beaucoup de domaines, le livre comptera 3 éditions. Donc il détaille la manière d'écrire pour tous ces médias. Il n'y avait pas encore les comics à l'époque. Je pense que s'il y a une nouvelle édition, il rajoutera cet aspect. Et c'est un guide qui a servi à beaucoup d'auteurs, beaucoup de scénaristes lui ont dit au cours des années qu'il l'avait aidé à percer. Parce que c'est rempli de conseils très concrets et utiles à mettre en œuvre dès le début de la carrière d'un scénariste. Pour revenir au chapitre les plus traumatisants de la vie du jeune Joe, on peut citer notamment ce moment où son père va déchirer sa collection de comics un par un devant lui, parce qu'il sait que c'est le seul moyen de l'atteindre à ce moment-là. Et puis au fur et à mesure des déménagements, il est obligé de laisser une partie de sa collection à chaque fois à la poubelle. Notamment, il avait 4 cartons à un moment donné, et il demande à son père si c'est ok, s'il peut les prendre. Son père lui dit tout d'abord oui, puis les 4 cartons deviennent 3, puis 2, puis 1. Et donc ça reflète un peu les années chaotiques de la jeunesse de Joe, qui déménagera 21 fois en 18 ans. Lui-même pense que son père cherchait à brouiller les pistes, parce qu'il devait se sentir traqué pour ce qui s'était passé pendant la guerre. Mais il ne sera jamais inquiété de toute façon pour tous ces événements. Donc sa carrière professionnelle démarre de scénariste démarre quand il envoie un scénario pour les maîtres de l'univers. Donc il regardait la série et se disait il y a bien des personnes qui écrivent ces épisodes, donc pourquoi pas moi, pourquoi ne pas essayer. Donc il envoie une idée de scénario, il est reçu
dans les locaux de Filmation. Et non seulement ce scénario sera accepté, ainsi que d'autres, mais on lui proposera carrément de faire partie de l'équipe. Et c'est là qu'il rencontrera Larry DiTillio, qui sera un collaborateur fréquent aux côtés de Joe. Et ensemble, ils finiront par créer She-Ra, Princesse du Pouvoir, donc le spin-off de la série Les Maîtres de l'Univers. C'est aussi là qu'un conflit éclatera avec Filmation, puisque Filmation leur refuse le statut de co-créateur du personnage. Chez Filmation, il n'y a qu'un seul créateur, c'est Lou Scheimer, le fondateur de la société. Donc Joe et Larry claquent la porte et vont chercher du travail ailleurs. Et ils échoueront sur un projet de Jean Chalopin, Jess et les Conquérants de la Lumière. C'est un projet dont il hérite, il n'est pas créateur sur la série. Et donc il hérite de tout un tas d'incohérences qu'il détaille avec malice dans son livre, avec lesquelles il est bien obligé de se débrouiller pour sortir des scénarios. Il sera ensuite embauché sur le dessin animé SOS Fantôme, tiré du film, donc où il restera un moment développant ces histoires jusqu'à ce que des publicitaires entrent en jeu et soumettent toute une série d'exigences auxquelles Joe ne peut se soumettre. Notamment, il avait fait de Janine, la secrétaire, un personnage fort et indépendant. Et là, on leur demande de l'adoucir, de la rendre plus maternelle. Il demande également à ce que chacun des chasseurs de fantômes ait un rôle très très précis dont il ne peut sortir. Donc l'intello, le rigolo, et le chauffeur, ça ne s'invente pas, ce sera Winston Zedmore, donc le noir de la bande. Les publicitaires veulent également mettre en avant le personnage de Slimer, qui passe de nuisance à héros, à tel point que le show est rebaptisé Slimer et les chasseurs de fantômes. Et aussi, ils imposent la présence de gamins dans la série, soi-disant parce que les enfants s'identifient aux enfants dans les séries. Je ne sais pas pour vous, mais ce qui me concerne, ça a toujours été faux. Je m'identifiais même enfant aux adultes plutôt qu'aux enfants dans les séries. Donc Straczynski claquera la porte, les audiences vont baisser, il sera rappelé pour modifier tout ça vers la fin de la série. Et la première chose qu'il fera sera de dire que Janine avait été remplacée par un double maléfique pendant cette période, et elle retrouvera sa personnalité d'avant. Joe commence à se sentir à l'étroit dans le domaine de l'animation, donc il veut percer dans les séries en prise de vue réelle cette fois. Et il soumet un projet de scénario pour le remake de la 4e dimension, qui venait d'entrer en production. Il rencontre les producteurs pour soumettre son idée. Donc, parmi eux, il y avait George R.R. Martin, futur créateur de Game of Thrones. Et l'entretien se passe assez bizarrement puisque George R.R. Martin, pendant l'entretien, regarde ailleurs, fait comme s'il n'était pas là. Pendant que le producteur à qui il s'adresse de l'autre côté du bureau est en train de lire son journal, sans apparemment prêter attention à ce que Joe raconte. Donc, des conditions assez stressantes. L'épisode sera quand même vendu et produit. À propos de la 4e dimension, il y a une anecdote assez amusante. C'est à San Diego, dans sa jeunesse, Straczynski a écrit des nouvelles. Il les présente à un stand un jour et un homme vient s'asseoir devant le stand et prend les écrits de Joe et commence à les lire. Il fait 2-3 remarques et s'en va. Joe lui trouve un air familier, il demande mais qui est cet homme ? Et on lui répond que c'était Rod Serling, le créateur de la 4e dimension. Il était à San Diego pour faire une conférence à laquelle Joe ne peut assister, il ne peut pas se payer le ticket d'entrée, mais cette rencontre fortuite, il en aura une deuxième, posthume cette fois. À la 3e saison de la 4e dimension, Joe Straczynski est embauché dans l'équipe en tant que story editor, donc responsable des histoires. Et on lui amène des scripts, des histoires de l'extérieur.
d'autres scénaristes. Et parmi elles, il y en a une qui retient son attention. Il regarde le nom, il me dit je ne comprends pas. Le nom, c'était Rod Serling. En fait, la veuve de Rod Serling avait retrouvé une histoire de la 4e dimension dans les archives de son mari, une histoire qui n'avait pas été produite. Et ainsi, Joe Straczynski va écrire le scénario tiré de cette histoire et voir son nom associé sur la série La 4e dimension à celui de Rod Serling. Donc un grand moment dans sa carrière. Arrive ensuite une série très importante pour la suite de sa carrière. Captain Power et les soldats du futur, une série pour enfants mais une série en prise de vue réelle, avec des effets spéciaux en images de synthèse. Donc une première à l'époque. C'est encore assez rudimentaire. Ceux qui se souviennent de la série pourront confirmer que les effets étaient assez simples. Mais c'est un premier pas et c'est sur cette série qu'il rencontre des partenaires qui seront précieux pour lui. Donc Doug Netter et John Copeland qui sont les producteurs et Ron Thornton, donc le responsable des effets virtuels par ordinateur. Donc c'est avec lesquels il va monter le projet Babylon 5. Donc en attendant de produire Babylon 5, Straczynski est embauché sur la série Jake and the Fat Man, La loi et la loi en français, avec William Conrad et Joe Penny. C'est une expérience qu'il trouvera très enrichissante, très agréable. Il y rencontrera notamment Jeri Taylor. Donc Jeri Taylor, c'est une des productrices et scénaristes sur les séries Star Trek Deep Space Nine et Star Trek Voyager. Je crois qu'elle a même co-créé Star Trek Voyager. Donc une expérience très enrichissante pour Joe qui se finit quand Jeri Taylor et l'autre producteur sont renvoyés de la série. Joe, par solidarité, les suit alors qu'il aurait pu rester. C'est une constante assez récurrente dans sa carrière. Donc au grand dam de son agent, qui ne cesse de lui répéter que, à force, les producteurs ne vont plus l'embaucher, ils vont le trouver difficile à travailler avec. Mais cela n'arrête pas Joe. Donc il arrive ensuite sur la série Arabesque. Donc la série dure depuis 7 ans à ce stade. Et les audiences sont en baisse. Donc la solution que va trouver Joe pour revitaliser un peu la série, c'est de faire en sorte que Jessica Fletcher quitte Cabot Cove, son village, où il y a un taux de meurtre par habitant assez astronomique, vous en conviendrez. Et il l'a fait devenir il l'a fait enseigner la criminologie à New York. Et il en profite pour injecter dans la série des éléments réels de la vie d'écrivain, puisque Joe est au courant de tous ces aléas et s'en sert pour enrichir les scénarios. Donc il restera pendant les saisons 8 et 9, les audiences vont remonter, à tel point que Angela Lansbury exige de devenir productrice de la série. Et elle impose son fils à la production. Donc, ce qui veut dire très concrètement que le producteur qui a embauché Joe va être renvoyé. Et Joe, une nouvelle fois, par solidarité, va suivre le mouvement. Il écrira également, comble de la gloire, un épisode de Walker Texas Ranger. Je veux dire, comment battre ça sur un CV? Franchement, je ne vois pas. Donc Joe fait le tour des studios de Hollywood pour essayer de vendre Babylon 5. Et donc il y a notamment un long passage chez Paramount qui a l'air assez intéressé avant de rejeter l'idée de la série. Et en fin de compte, la série va trouver sa maison chez Warner. Warner qui va lancer un réseau de chaînes locales, donc il y a besoin de programmes pour alimenter ce réseau, de programmes inédits. Donc c'est le Primetime Entertainment Network, j'y suis arrivé.
donc qui est un réseau concurrent de Paramount, qui lui aussi a son réseau propre. Et Paramount annonce à ce moment-là la mise en chantier de Star Trek Deep Space Nine. Donc coup de tonnerre chez Joe Straczynski, puisque la série se passe elle aussi sur une station spatiale. Elle aussi met en scène un commandant qui est traumatisé par un événement guerrier. Elle aussi a un second qui est une femme. Et les 2 épisodes pilotes mettent en scène un être changeur de forme. Donc la station spatiale est également une station diplomatique qui se trouve près d'une voie de passage. Donc cela fait beaucoup. Et Paramount met les bouchées doubles et le pilote de Deep Space Nine est diffusé avant celui de Babylon 5. Donc laissant à penser que c'est Babylon 5 qui a copié Star Trek et non l'inverse. Donc on ne sait pas réellement d'où vient le coup de Jarnac, mais ça a failli tout simplement compromettre la mise en chantier de la série. Warner hésite, mais de longs mois avant de se décider de produire la série, elle a tout simplement failli ne pas se faire. Hein. Heureusement, la série sera effectivement, elle aura le feu vert, et le Primetime Entertainment Network ne durera que 4 ans, alors que la série Babylon 5 est prévue sur 5 ans. Bon, en réalité, Straczynski avait prévu une série dérivée de Babylon 5 qui aurait été Babylon Prime. Mais ça, c'est sans doute pour un autre live ou une autre vidéo. Donc la saison 4 doit être la dernière, théoriquement. Et c'est pour cela que Straczynski écrit la conclusion et filme la conclusion à la fin de la saison 4. Finalement, la chaîne TNT se montrera intéressée pour produire une saison 5, ainsi que quelques téléfilms. Et c'est ainsi que Straczynski va gagner son pari de produire 5 ans de Babylon 5. Et est également mise en chantier une série dérivée de Babylon 5, donc qui ne sera pas Babylon Prime comme initialement envisagé, mais Crusade, donc 2267 Ultime Croisade en français. Et là, le problème viendra de la chaîne TNT. La chaîne a analysé les audiences de la saison 5 de Babylon 5 et a constaté de faits troublants pour elle. C'est que son public habituel n'est pas intéressé par Babylon 5 et que ceux qui viennent voir la série Babylon 5 ne restent pas pour les autres programmes de la TNT. Ils ont donc un sérieux problème. Ils ne peuvent pas à ce stade rompre les contrats comme cela et leur solution va être simplement de pourrir la vie de Straczynski et de ses équipes pour faire en sorte que les contrats se rompent d'eux-mêmes, on va dire. Ce qui sera fait, Crusade n'aura que 13 épisodes, assez chaotiques. Nous sommes en 1999 et Joe Straczynski décide de changer d'orientation. Il fait ça de temps en temps, il laisse tomber un pan de sa carrière pour se concentrer sur un autre. Et cette fois, ce sera ses chers comics. Il crée sa propre maison d'édition, Joe's Comics. Donc Joe's Comics, c'est le nom qu'il avait noté sur le carton qui contenait ses comics quand il était enfant. Et il créera en collaboration avec l'éditeur Top Cow, je crois, Rising Stars et Midnight Nation. Donc Rising Stars, c'est une météorite qui passe près de la Terre et qui confère des pouvoirs à un nombre bien défini de personnes. Et donc ce sont les destins de ces personnes que nous suivrons durant 12 épisodes qui sont prévus. Et c'est une histoire avec un début, un milieu, une fin. Et ce sera pareil pour Midnight Nation, donc une mini-série. Donc nous avons eu ces 2 séries en France, même si la fin de Rising Stars a été publiée bien après tout ce qui avait été prévu. Donc ces comics ne passent pas inaperçus dans l'industrie.
Et pendant une convention à laquelle participe Joe Straczynski, les éditeurs de Marvel viennent le voir. Donc lui, il pense qu'on va lui confier peut-être un héros secondaire. Eh ben non, ce ne sera pas un héros secondaire, c'est directement The Amazing Spider-Man, donc le titre phare de la compagnie, qu'il va reprendre avec des dessins de John Romita Jr. Donc il en profitera pour questionner les origines de l'araignée. C'est quelque chose qu'il fera de manière assez récurrente. Donc il rencontre un certain Ezekiel qui possède des pouvoirs comparables à lui-même. Et donc voici le numéro d'après. Et donc tout l'enjeu du début de ce run, c'est de questionner l'origine de Spider-Man et si l'araignée qu'il avait mordue ne l'avait pas fait par hasard. Il fera cela également sur les 4 Fantastiques, donc questionnant leur origine. Il travaillera également sur Doctor Strange, sur Thor, sur Supreme Power, donc une nouvelle version de l'Escadron Suprême. Il travaillera également sur The 12, une mini-série consacrée à des héros peu connus de chez Marvel. Sur Spider-Man, il y aura des runs assez controversés comme Sins Past. Au départ, l'idée c'était que Peter Parker ait eu des relations avec Gwen et que celle-ci se soit exilée en Europe pour accoucher de jumeaux. Finalement, les responsables de Marvel mettront leur veto à cette histoire et ils préféreront que le père des jumeaux soit Norman Osborn. Donc ce run est très controversé. Cette histoire est très controversée, en premier par moi-même. Je ne peux pas dire que je l'apprécie tellement, mais c'est ainsi que les choses se sont faites. Joe Straczynski restera 6 ans sur le titre, et une fois que son contrat est terminé, ce sont les gens de DC qui vont l'approcher, et pour travailler ni plus ni moins que sur Superman, donc le héros de son enfance, et celui qui lui a inculqué ses valeurs. Et donc il travaillera sur le titre régulier un petit peu, sur Wonder Woman également, et il créera le graphic novel Superman Earth One. Donc, les responsables de DC lui disent que si cela fonctionne, il y aura des tomes 2 et 3. Donc cela a fonctionné, donc il y a bien 3 tomes de Superman Earth One, donc une version alternative du personnage qui parcourt les États-Unis. Pour en revenir à Spider-Man, il faut également parler de ce comics. Donc le comics dédié aux événements du 11 septembre 2001. Donc les responsables de Marvel décident de rendre hommage aux forces de l'ordre et aux pompiers dans Amazing Spider-Man, puisque Spider-Man est un enfant de New York. Et donc, Joe Straczynski, qui à ce moment-là vit un cauchemar sur la série Jeremiah. Donc Jeremiah, c'est une série en prise de vue réelle tirée de la BD de Herman. C'est un futur post-apocalyptique. Et il est en conflit constant avec le producteur sur cette série. Donc il vit un cauchemar, il restera 2 saisons. La 3e se fera sans lui. Et donc il se trouve là-bas au Canada, en train de se demander comment il va traiter cet hommage. Et à un moment, les premiers mots qui lui viennent sont il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots pour décrire l'horreur qu'a été ce moment. Il s'exile, il se réfugie dans sa caravane et commence à écrire furieusement, frénétiquement. Donc les gens du plateau se demandent où il est, ils l'appellent, ils veulent qu'il revienne, et lui sait que s'il s'arrête d'écrire, il n'ira pas au bout. Et donc en 1 heure, il fait le script de ce numéro particulièrement émouvant et historique. Il apprendra d'ailleurs que ce numéro sert de support de cours dans certaines écoles, donc ce qui le rendra légitimement assez fier. Malgré tous ses engagements et tout ce qu'il a accompli, donc ses finances commencent à se tarir.
Il faut dire qu'il a fait un pacte avec son ex-femme Catherine Drennan, scénariste également. Ce pacte est que tant qu'il vivra, il n'aura jamais à faire un travail de bureau. Donc il assure basiquement ses propres dépenses et les siennes. Et ça signifie aussi très concrètement qu'il a 2 prêts immobiliers à rembourser. Et donc tout ce qu'il a pu accumuler de par ses travaux de scénariste à la télé, dans l'animation et dans les comics ne suffit pas. Il tente un coup de poker. Il a une histoire qui lui trotte dans la tête depuis des années, donc une histoire vraie, d'une femme qui s'appelle Christiane Collins, qui a perdu son enfant. Et son enfant a disparu et la police lui ramène un enfant, sauf que cet enfant n'est pas le sien. Donc la police, à cette époque, c'est dans les années 20 ou 30, besoin de bonne publicité parce que plutôt que de reconnaître leur erreur, ils vont faire interner cette femme jusqu'à ce qu'elle reconnaisse que cet enfant qu'ils lui ont ramené est bien le sien. Donc cette histoire incroyable, Joe Straczynski travaille dessus depuis des années, il réunit tous les documents qu'il peut trouver, il consulte les minutes du procès qui a eu lieu, mais jusqu'à présent il n'avait jamais été capable d'en faire un scénario, il calait devant la complexité de la chose, et là il tente le coup de poker, d'écrire cette histoire pour le cinéma, lui qui vient de la télévision, ça ne va pas forcément de soi, et de la proposer au cinéaste via son agent, qui est plutôt sceptique. Et là, un petit miracle se produit, puisque Ron Howard est intéressé par le scénario. Donc, Joe demande à son agent, il veut prendre une option sur le scénario, il veut réfléchir. Son agent lui dit non, il veut l'acheter, et il l'achètera 600 000 $. Donc autant dire que les problèmes d'argent de Joe sont résolus instantanément. Et le conte de fées continue, puisque Ron Howard sera trop occupé pour s'occuper de ce film, pour le réaliser lui-même. Donc il va chercher quelqu'un d'autre pour le faire. Et ce quelqu'un d'autre ne sera autre que Clint Eastwood. Il faut également trouver une tête d'affiche pour mener le projet. Et ce sera nul autre qu'Angelina Jolie. Donc ce film s'appelle L'échange, The Changeling en anglais. Donc les réunions de travail commencent avec Clint Eastwood, une légende vivante. Donc Joe Straczynski demande s'il veut faire des modifications au scénario pour qu'il lui convienne mieux. Clint Eastwood le regarde comme s'il venait d'une autre planète. Il dit non, moi le scénario me convient tel qu'il est, on va le filmer tel quel. Moi, j'ai 60 ans de métier, je travaille à l'instinct, donc non, on n'y touche pas. Et c'est donc un premier jet qui sera filmé et qui entraînera 3 nominations aux Oscars. Donc pas pour le scénario, malheureusement. Joe Straczynski est malgré tout un débutant, même avec sa longue carrière derrière lui. Donc à 50 ans, par le biais du cinéma, il devient millionnaire. Pour un de ses projets, il est normalement payé en plusieurs fois, et il demandera à retarder le paiement, juste pour avoir, pour une fois dans sa vie, un chèque d'1 million de $. Donc les producteurs comprennent sa demande, y accèdent, donc il a une copie d'un chèque d'1 million de $ affiché dans son bureau. Donc il ira également au Festival de Cannes avec ce film. Donc bien évidemment, quand il arpente le tapis rouge, les photographes ne se pressent pas pour le prendre en photo. Ils sont plus intéressés par Clint et Angelina, ce qui peut se comprendre. Et il y a ce moment qu'il décrit dans le livre où, en train de allongé sur la plage de Cannes, en train de regarder la projection d'un film, il réalise tout le chemin parcouru et peut-être pour la première fois de sa vie, il y a une sorte de quiétude qui l'envahit. Et c'est un très beau moment qu'il décrit dans sa biographie. Il y a finalement assez peu de choses personnelles, on va dire, sur Joe lui-même. C'est plus une biographie sur sa famille, même si le sous-titre de la biographie est « Mon voyage de la pauvreté à Hollywood ».
On se rend compte quand on connaît surtout la production de Babylon 5, donc il a détaillé dans d'autres publications, que celle-ci est très survolée dans le livre. On y passe vraiment très peu de temps, et peut-être que ce sera l'occasion d'un autre livre, très certainement même, ce serait étonnant s'il ne le fasse pas. Et donc sa nouvelle carrière est celle d'écrivain, donc notamment sur cette biographie, notamment sur ce roman, qui s'appelle Together We Will Go, Ensemble nous partirons, qui est un livre très dur sur un bus rempli de candidats au suicide. Donc c'est très, très particulier comme livre. Donc il ne se ferme aucune porte, hein. Si un beau projet arrive dans les séries, les comics ou le cinéma, il sera prêt à s'y engager, mais là pour le moment, il se concentre sur les livres en prose. On sait qu'il a écrit l'épisode pilote d'une nouvelle version de Babylon 5 pour la chaîne CW. Donc celle-ci a été récemment rachetée, mais a priori le projet est toujours d'actualité. Donc nous verrons bien s'il se fait un jour. Joe Straczynski revient également sur les disparitions de nombreux acteurs de Babylon 5 qui sont partis bien avant l'âge qui conviendrait. Comme certains sont partis très jeunes, comme Richard Biggs qui jouait le docteur, qui était en pleine santé visiblement, mais qui souffrait d'une condition assez rare et qui a fini par l'emporter, malheureusement. On y parle aussi de Michael O'Hare, donc, qui sera le premier commandant de la station pendant la première saison, et qui souffrait de problèmes mentaux. On parle également d'Andreas Katsoulas, donc l'interprète de G'Kar, qui était un fumeur invétéré toute sa vie, et qui a succombé à un cancer du poumon. Il est aussi évoqué Jerry Doyle, qui lui souffrait de problèmes d'alcoolisme, également de problèmes d'addiction. C'est de problèmes d'addiction dont souffrait Jeff Conaway, qui jouait le second de Garibaldi dans la série, et qui était surtout connu pour son rôle dans Grease aux côtés de John Travolta. Voilà, Mira Furlan est également décédée depuis, mais je pense que c'était après la publication de ce livre. Donc voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire donc, sur cette biographie. Donc un beau bébé de 450 pages hein, tout de même. Donc il n'existe pas en français. Donc une histoire très dure, mais qui semble avoir une fin heureuse, comme dans tous les bons romans, on va dire. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et je vous dis à bientôt à la taverne de Lug. Au revoir.